On va juste donner quelques instants pour voir s'il y a des gens qui se joignent. Et nous commencerons dans 30 secondes. Bon, ben, ils ne sont pas là à l'instant. Je vais commencer alors. Je tiens d'abord à souhaiter bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous qui sont ici avec nous. Pour le moment, ce n'est que l'équipe de l'arrondissement. Alors, je me présente, mon nom est Christian Arsenault et je suis élu ici en arrondissement et président du comité consultatif d'urbanisme, ce qui me rend d'office le président de cette assemblée publique de consultation. Concernant le projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et le règlement d'urbanisme d'une partie de l'arrondissement du Mont-Royal, afin d'interdire la réduction du nombre de logements, sauf dans un bâtiment existant de 2 ou 3 logements. Nous avons un ordre du jour assez simple ce soir. D'abord, la présentation par M. Mathieu Gaudette, conseiller en aménagement du projet de règlement, ainsi que la présentation du processus d'approbation référendaire, suivi par la période de questions et commentaires du public par vidéoconférence et la période de questions et commentaires écrits. Ensuite, nous avons la fin de l'Assemblée. Je vais prendre quelques secondes pour présenter l'équipe de l'arrondissement, telle que mentionné, M. Gaudette, conseiller en aménagement, qui présentera le dossier, qui est le porteur de dossier, ainsi que M. Sébastien Manceau, chef de division, à l'urbanisme dans notre direction d'aménagement urbain et des services aux entreprises, et Mme Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste à la division du greffe. Alors, sans plus tarder, M. Gaudette, la parole est à vous. Parfait, merci M. Arsenault. Je démarre la présentation. Donc, voici, comme l'indiquait M. Arsenault, Assemblée publique de consultation d'informations sur le projet de règlement RCA 21-17-344 qui vise autoriser la réduction du nombre de logements dans un bâtiment existant de 2 ou 3 logements sans égard au nombre minimal de logements prescrits. Donc, ce soir, on va ouvrir l'Assemblée, c'est déjà fait, présenter un peu la modification réglementaire, le contexte qui a mené à cette modification réglementaire, la présentation du projet de règlement en tant que tel. Ma collègue Julie présentera le calendrier d'approbation et processus référendaire ainsi que la lecture des questions. Il y aura une période de questions pour les personnes présentes ainsi qu'une lecture des commentaires et questions déjà transmis par écrit. Donc, la procédure, juste vous rappeler, c'est une procédure d'adoption d'une modification réglementaire. Donc, selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on doit adopter la modification réglementaire en 3 temps, donc 3 projets de règlement. Nous, le 27 janvier dernier, le Conseil d'arrondissement a adopté le premier projet de règlement ainsi que l'avis de motion. Ce soir, nous tenons au milieu de la période de consultation écrite une soirée d'information. Je vais vous revenir, c'est d'habitude on tient une consultation publique, mais à cause du contexte sanitaire de la pandémie, cela se fait plutôt par écrit. Je vais vous l'expliquer, prochaine diapo. Sinon, deuxième lecture du conseil, par le conseil d'arrondissement du projet de règlement suivra l'avis public et la procédure d'approbation référendaire, ainsi qu'une dernière lecture finale à la lumière du processus d'approbation référendaire si nécessaire. Donc, consultation écrite, comme je vous disais, en vertu des arrêtés ministériaux du ministère de la Santé et Services sociaux. Les consultations publiques doivent être remplacées par une consultation écrite, ce qui est tenu dans le cadre du présent projet de règlement du 10 au 24 février
2021, donc une période de 15 jours. Donc, il y a deux façons d'émettre vos commentaires par écrit, par la poste, à l'adresse du bureau de l'arrondissement, donc 5160 boulevard des Caries à Montréal. Ces infos sont disponibles sur notre site web, bien sûr, ainsi que par des formulaires déjà préparés en ligne. Vous pouvez transmettre directement vos commentaires en ligne. Donc, c'est également disponible sur la section consultation publique du site de montréal.ca dans la section propre à notre arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, en tant que tel, le projet de règlement, le contexte d'intervention. Selon le dernier profil sociodémographique, il y aurait, la proportion serait assez restreinte de logements qui posséderaient 3 chambres à coucher ou plus sur notre territoire. Donc, on tourne autour de 26,5 % des logements seulement, alors que sur l'ensemble de la ville de Montréal, on est autour de 31 % et dans l'agglomération, on tourne plutôt autour de 35 %. Donc, on voit qu'il y a une certaine déficience à ce niveau. Des logements de grande taille, donc ce qu'on appelle les 3 chambres à coucher et plus, là, les logements de grande taille, sont des attraits pour les familles. Donc, l'attractivité du territoire pour les familles passe par la disponibilité des logements dits familiaux, donc de grande taille. Un des moyens qui s'est avéré au fil des années, ça a été la transformation des duplex et des triplex nombreux sur notre territoire en habitation unifamiliale. Donc, ça fait partie de la série d'interventions, d'une série d'interventions, notamment la politique locale, là, qui vise aussi la création de logements familiaux sur notre territoire. Mais ce type de transformation-là s'est avéré un des moyens au fil des années. Donc, on assiste entre 10 et 15 environ transformations de permis pour transformer des duplex ou des triplex en unifamiliales afin de répondre aux besoins des familles sur notre territoire. Donc, le contexte d'intervention fait suite également au règlement sur l'encadrement du logement, qui est le RCA 27331, qui vient tout juste d'entrer en vigueur, qui a été adopté à la fin de l'année dernière, qui vient d'entrer en vigueur. Donc, ce règlement avait pour objectif de protéger le stock de logements existants, d'endiguer le phénomène des rénovictions et de protéger certains types de logements qui répondent à des besoins spécifiques de la population. On parlait donc des logements de grande taille, également des habitations collectives de soins et de services qu'on a créées qui répondent à des besoins spécifiques, les logements sociaux et communautaires, ainsi que les maisons de chambre. Et on a bien sûr encadré l'hébergement de courte durée, ou mieux connu par le portail le plus connu, le Airbnb. Donc, certaines des modifications qui avaient été proposées répondaient mal à un des objectifs qui était le premier de celui de protéger les logements, donc de protéger et d'offrir des logements de grande taille, dits familiaux, sur notre territoire. On s'est rendu compte que la modification aurait pu avoir pour effet de bloquer certaines des transformations domiciliaires qui contribuaient à créer ces logements-là sur notre territoire. Donc, et ainsi à accroître l'attrait du territoire de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce pour les familles. Donc, on s'est mis à l'œuvre pour essayer d'adopter un autre projet, un libellé différent de certains articles qui étaient initialement proposés dans le règlement sur les logements, de reformuler le tout afin de s'assurer que l'objectif d'offrir des logements familiaux soit maintenu. Donc, c'est un logement qui va viser un projet de règlement qui va viser l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Petit fait de notre territoire, c'est qu'urbanistiquement, il est divisé en 2 parties. Donc, il y a 2 règlements qui couvrent notre territoire. On voit là une partie rose, pas rose, rouge, excusez-moi, rouge et orange ici, qui est une ancienne partie de l'arrondissement de Mont-Royal, qui est couvert par le règlement 01281, mieux connu sous le nom de secteur Glenmount, ainsi que l'ensemble de la vaste majorité de notre territoire qui est couvert par l'autre règlement, le 01276. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que l'on abolit, les interventions sont en 2 articles, 4 articles, notre projet de règlement que je vous présente ce soir. Donc, les interventions sont doublées, si on pourrait dire, pour une intervention dans le 276 et une intervention dans le 281. Donc, première intervention, ça a été d'abolir l'article 137 ou 135 selon le règlement. L'article 137 se lisait comme suit: le nombre de logements d'un bâtiment de 2 ou 3 logements existants le 16 mars 1995
peut être réduit malgré le nombre de logements minimal prescrit. Donc, on voit que c'est une norme historique qui date avant la création des arrondissements, donc l'ancien règlement d'urbanisme de la Ville de Montréal. Donc, c'est des transformations des duplex et triplex qui étaient possibles sur notre territoire pour les bâtiments qui datent de cette date, qui datent avant 1995. Donc, c'est une norme qui va être rendue obsolète, cette fameuse notion de date, qu'on ne fera plus cette distinction-là. Donc, ça sera plus clair, plus équitable sur l'ensemble du territoire. Donc, on abolit ces premiers articles pour le remplacer par le suivant, la première intervention je vais vous le lire, après je vais vous le décrire un peu, là. Donc 137.1, le nombre de logements dans un bâtiment existant ne peut être réduit malgré le nombre minimal ou maximal de logements prescrits. Malgré le premier alinéa, le nombre de logements dans un bâtiment de 2 ou 3 logements peut être réduit sans égard au nombre minimal de logements prescrits. Et le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. Donc, c'est vraiment le deuxième paragraphe ici, malgré le premier alinéa, le nombre de logements. C'est vraiment ce paragraphe-là qui a été ajusté par rapport à ce qu'on avait initialement prévu sur le règlement des logements adopté l'année dernière. Donc, le projet de règlement concerne vraiment un ajustement de ce libellé-là. Donc, la première intervention qu'on souhaitait vraiment, qui est ramenée, c'est celle d'interdire la fusion des logements pour protéger le stock de logements dans les bâtiments de 4 logements et plus. À l'échelle de notre territoire, la vaste majorité des logements qui existent sont dans des multiplex de 4 logements et plus. Donc, c'est eux donc, par ce geste, on protège la vaste majorité des logements. Et on vise également à protéger ceux qui sont le plus menacés par les rénovictions. Les rénovictions, c'est donc ces évictions, des interventions par les propriétaires qui, au nom de rénovation, vont évincer les locataires qui sont dans les logements, qui vont abolir le bail en cours. Donc, c'est un des moyens qui était utilisé. Donc, c'était cette fusion de logements, donc diminuer le nombre de logements, fusionner 2, 3,5 ou rediviser un espace d'un 3,5 pour en faire le jumeler à un autre logement à côté. Donc, c'était vraiment un des moyens employés par les propriétaires qui visaient vraiment à faire des rénovictions. Donc, on s'entend avec le portrait qu'on a un peu des transformations sur notre territoire. Les rénovictions visent plus particulièrement les bâtiments de 4 logements et plus. Donc, le nouveau libellé vise toutefois à maintenir la possibilité de transformer les duplex et triplex en unifamilial. Comme je vous indiquais, ça existait depuis le règlement d'urbanisme de l'ancienne ville de Montréal. Donc, ça, on veut le maintenir. Donc, ce qui est l'objectif qui était derrière ça, c'était la création de logements répondant aux besoins des familles, donc des logements de plus grande superficie dans ce qui était avant un duplex, qui va devenir un unifamilial ou un triplex. Et ça permet d'établir une règle claire et équitable à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Donc, il n'y a plus cette notion de date de 1995. Il n'y a plus cette notion non plus qu'il faut absolument que l'unifamilial soit permis dans la zone. Donc, le cadre bâti existant n'est pas affecté. Donc, le duplex est maintenu. Il est juste transformé en unifamilial. Le cadre bâti l'impact sur le cadre bâti est minimal. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'abolir cette notion de sans égard au nombre de logements prescrits. Donc, ce n'est pas nécessairement juste dans les zones où les unifamiliales sont déjà permises. Voilà, ça fait pas mal le tour. Je vais stopper, arrêter le partage. Je crois que c'est à Julie de prendre la relève. Oui, donc à mon tour de partager l'écran. Donc, je vais vous présenter, vous voyez bien la présentation, je vais vous présenter le processus d'approbation référendaire qui est en fait le processus par lequel les citoyens peuvent s'opposer, dans le fond, aux dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire du règlement.
Alors, je vais faire juste un petit rappel là, du processus d'adoption d'un règlement. Donc, il y a eu un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement qui a été fait par le conseil d'arrondissement le 27 janvier dernier, lors d'une séance extraordinaire. Et suivant ça, bien, à l'heure actuelle, avec les mesures là, en raison de la pandémie, on tient une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Donc, la consultation a lieu du 10 février au 24 février. Donc, suivant cette présentation, les citoyens auront encore une semaine pour nous transmettre leurs questions ou commentaires. La consultation écrite remplace en fait ce qui normalement, la consultation publique en salle là, qui a lieu normalement. Et en plus de la consultation écrite, donc on tient ce soir là, la consultation publique en vidéoconférence. Suivant ça, il va y avoir l'adoption du second projet de règlement par le conseil d'arrondissement et le dépôt du rapport de consultation, donc qui va regrouper à la fois tous les commentaires qui seront recueillis ce soir ou les questions qui seront recueillies ce soir et ceux et celles de la consultation écrite. Donc, on projette de présenter le tout à la séance du conseil du 8 mars prochain. Si c'est adopté à cette séance, il y a un avis qui va être publié dans les journaux pour inviter les citoyens qui le souhaitent à demander la tenue d'un registre. Donc, la période pour déposer une telle demande est de 8 jours. Ça aurait probablement lieu au mois de mars. Et suivra ensuite l'adoption du règlement final par le conseil d'arrondissement. Et si à l'étape des demandes de tenue de registre, nous avons reçu des demandes valides, donc des pétitions valides, suivra dans le fond le processus référendaire, soit à l'étape du registre et, le cas échéant, du scrutin référendaire. Donc, je vais résumer un peu les trois grandes étapes, là, la demande de tenue de registre et scrutin référendaire. Donc, pour la première, c'est ce qu'on appelle aussi les pétitions, en fait. Il y a un avis qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement présentant là, le processus à suivre pour déposer une demande de tenue de registre. Les pétitions doivent être déposées dans les 8 jours suivant la publication de l'avis public et les signatures doivent faire partie d'une même zone pour qu'une pétition soit valide. Donc, pour les zones de plus de 21 personnes habiles à voter, il faut qu'au moins 12 personnes d'une même zone signent une pétition. Et pour les zones de moins de 21 personnes habiles à voter ou moins, ça va être la majorité d'entre elles, donc pour pouvoir ouvrir un registre. Et le registre serait ouvert alors aux zones ayant déposé une pétition. Donc, si à la première étape, nous recevons des demandes valides, sera tenu un registre suivant l'adoption finale du règlement. Donc, encore là, il va y avoir un avis qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va annoncer la date du registre. Normalement, on fait un calcul en fonction du nombre de personnes habiles à voter pour déterminer le nombre de journées pendant lesquelles se tient le registre. Toutefois, à l'heure actuelle, là, avec les mesures liées à la pandémie, on remplace le tout par un processus de signature là, à distance. Donc, mais tout est bien explicité là, dans l'avis public. Pour provoquer la tenue d'un référendum, le nombre de signatures doit être supérieur à un calcul qui est basé sur le nombre de personnes habiles à voter des zones ayant déposé une demande valide. Donc, c'est un calcul qui est prévu par la loi. Donc, lorsque le nombre de personnes habiles à voter est de 25 ou moins, c'est 50% de ce nombre. Et si le nombre de personnes habiles à voter est de plus de 25, mais de moins de 5 000, c'est le moins élevé entre 500 et le nombre obtenu par le calcul qui est indiqué. Donc, 13 plus 10% du nombre de personnes habiles à voter, moins 25. Ensuite, il va y avoir le certificat du greffier qui va être déposé à la séance qui suit le registre, à la séance du conseil d'arrondissement qui suit le registre. Et donc, qui va confirmer si le nombre de signatures nécessaires à la tenue d'un scrutin référendaire est atteint. Donc, si le résultat du registre est positif, le conseil d'arrondissement va pouvoir adopter une résolution
annonçant un scrutin référendaire ou pourra aussi adopter une résolution afin de retirer le dossier. Et donc, s'il souhaite tenir un référendum, encore une fois, il va avoir un avis qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement et qui va annoncer la date de tenue du référendum. Dans ce cas-ci, c'est une majorité simple pour ou contre la proposition qui est considérée. Donc, normalement, les citoyens se déplacent, mais en ce moment, si on avait à tenir un référendum, ça se ferait par correspondance. Donc, pour ce qui est des articles qui sont susceptibles d'approbation référendaire, ce sont les articles 2 et 4. Et tous les détails vont toujours être indiqués dans les avis publics, là, que ce soit pour les articles susceptibles d'approbation référendaire ou le processus. Et on invite les citoyens qui ont des questions. C'est un processus, on comprend, qui est un peu complexe, là, mais à communiquer avec la division du greffe s'ils ont des questions là, pour y participer. Donc, ça fait le tour pour le processus référendaire. Merci, Mme Faraldo-Boulet. Nous procédons maintenant à la période de questions et commentaires du public par vidéoconférence. Je vois que nous avons une personne ici avec nous ce soir. Bienvenue, Camille de l'Œil de Côte-des-Neiges. Merci d'être là. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, vous pouvez poser une question ou faire des commentaires de façon on the record. Vous n'avez qu'à lever votre main dans l'application, puis on vous donnera la parole. Sinon, c'est correct aussi. Nous avons bien reçu le mémoire de l'Œil. Alors, c'est comme vous voulez. Je vais vous donner quelques secondes pour me l'indiquer. Puis, si je ne vois aucune main levée, ah, voilà. Alors, on va libérer votre micro dans quelques secondes. Ben, merci. Ben, je ne pensais pas être la seule ici présente ce soir. Mais je me demandais peut-être, puisque je suis tout seul, est-ce que vous aviez, parce qu'on avait mis des questions sur les mécanismes qui allaient être potentiellement mis en place dans notre mémoire. Puis je me demandais si vous aviez formulé des réponses par rapport à ça, en fait. Bonne question. La question est posée. Il se peut que nous avions l'intention de répondre lors de la période de questions et commentaires écrits, car nous avons reçu votre mémoire par écrit, mais je vais diriger la question à M. Gaudette. Oui, merci. Merci pour votre mémoire. Écoutez, ces questions, je crois que c'est les mêmes qui avaient été dirigées dans votre mémoire sur le règlement sur les logements. On est conscient que s'il y a un règlement qui va mériter, s'il veut être efficace, un suivi serré, si on pourrait dire. Je crois que c'est une intervention vraiment qui est programmée aux 3 divisions de notre dose, de notre direction. Donc, autant les permis, les inspections que l'urbanisme. On a fait le premier geste, nous, l'urbanisme. Il y a un travail étroit qui est mené avec les permis, bien sûr, pour valider on ne peut pas, bien sûr, valider les intentions réelles d'un propriétaire d'un multiplex quant à ses intentions mais on espère au moins avec les règles qu'on aura mis clairement dans le règlement qu'on pourra bloquer la plupart d'entre eux. Il n'y aura pas de possibilité de subdiviser, diviser ou maintenant de fusionner avec l'effet de gel qui est déjà en cours sur celui qu'on discute ce soir, le nouveau projet de règlement et sur la suite sur son entrée en vigueur. Donc, il y aura aussi un suivi au niveau des inspections pour voir avec la date d'émission des permis, si après tel mois, corrige-moi, Sébastien, tu es plus au courant, il y aura une revérification que les travaux ont réellement été menés. Là. Oui, j'ajouterais aussi qu'on est de plus en plus sensibilisé à la réalité de la difficulté pour les locataires dans notre arrondissement. Puis, au niveau de notre équipe d'inspection, il y a un effort de plus en plus grande coordination avec, entre autres,
c'est rendu le tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement, mais aussi avec la régie du bâtiment, dans plusieurs cas de travaux à l'intérieur de nos immeubles qui ont un impact sur les locataires et la possibilité du maintien des locataires dans leur loyer. Donc, on a une sensibilité d'un point de vue administratif, je vous dirais aussi, à établir des façons de procéder et de collaboration avec les autres organismes institutionnels qui ont des rôles à jouer dans la protection des locataires. Puis, c'est des nouvelles pratiques qu'on met de plus en plus en place. Dans les dernières semaines, là, il y a eu des différentes interventions, des nouvelles façons de faire pour communiquer des cas d'éviction de locataires massive qu'on connaît, nous, dans l'arrondissement, de communiquer l'information avec la régie du bâtiment et aussi avec la régie du logement. Donc, au fur et à mesure qu'on prend acte de nouvelles procédés, on pourrait dire, là, dans des cas de transformation de bâtiments, on essaie de plus en plus d'adapter nos pratiques administratives pour y répondre le plus efficacement possible. J'espère que ça répond à une partie de la question. Merci, messieurs. Est-ce qu'il y a une question de suivi, madame? Oui, ben, peut-être, en fait, parce que ben, je sais, en fait, on a entendu parler qu'il y avait de plus en plus de collaboration de la ville là, par rapport à plusieurs situations des locataires, mais je me demandais si ça allait avoir, en fait, vous parlez des procédures qui vont changer, mais est-ce que ça va être changé sur papier? Parce que, tu sais, étant des élus d'arrondissement, tu sais, il y a possibilité de changement aussi quand même à chaque élection. Et puis, faire en sorte que ces procédures-là deviennent un petit peu plus officielles que ben, de la bonne foi, si je peux dire. Bien, je commencerai juste en disant que ce n'est pas les élus qui, évidemment, qui sont impliqués avec les procédures administratives et d'application des règlements. C'est justement notre équipe d'inspecteurs qui fait partie de la direction d'aménagement urbain des services aux entreprises qui s'en occupe. Puis ensuite, je ne sais pas si M. Manceau aurait quelque chose à ajouter là-dessus, mais on n'adopte pas de réglementation pour ne pas l'appliquer, si je peux vous dire ça de façon générale. Ouais, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si M. Manceau a quelque chose à... Bien, c'est ça, ça déborde un peu la modification réglementaire qui est en consultation publique ce soir. C'est plus en lien avec l'ensemble des modifications réglementaires qui ont été adoptées en 2020 pour l'ensemble des dispositions qui visaient à protéger davantage, d'un point de vue, nos pouvoirs d'arrondissement en matière de zonage, les différents usages ou opérations massives qu'on a sur notre territoire qui ont un impact sur le parc locatif, si on pense à la location touristique à court terme, les subdivisions de logements, les agrandissements dans des grands bâtiments résidentiels. Donc, nous, on a modifié notre réglementation locale dans l'intérieur de nos pouvoirs pour être le plus interventionniste possible, je dirais, pour protéger le parc locatif à l'intérieur des pouvoirs qui sont les nôtres. Et tout ça en arrimant notre réglementation le plus possible avec les nouveaux changements qu'il y a aussi au niveau de la réglementation qui est responsabilité de la Régie du bâtiment, de la Régie du logement, aussi du ministère des Finances pour tout ce qui est l'hébergement touristique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le ménage dans nos règlements et aussi arrimé d'un point de vue réglementaire avec les autres paliers de gouvernement qui ont des responsabilités partagées. Après ça, c'est sûr que les gestes administratifs qui suivent pour appliquer cette réglementation-là découlent de l'application de cette volonté du conseil d'arrondissement de mettre à jour et de prioriser cet enjeu-là dans nos interventions. Cela dit, les pratiques administratives, ce n'est pas un règlement du conseil d'arrondissement qui pourrait les rendre pérennes dans le temps. C'est dans le fond, nous, de l'efficacité administrative qu'on se donne comme priorité puisque la protection du parc locatif et des locataires est une priorité de l'arrondissement. Bien entendu, les priorités changent dans le temps. Cela dit, actuellement, notre priorité est d'appliquer les nouveaux règlements et je pense que ça va rester une préoccupation encore pour plusieurs années. Là, je pense qu'il y a une conscientisation de l'appareil administratif qui est réelle pour répondre à cet enjeu-là qui est réel, oui, à Montréal, mais qu'on voit qui est de plus en plus vrai partout en Occident, ou je pourrais dire en Amérique du Nord ou sur la planète, là, où les villes, les locataires dans les villes, ou je dirais pas nécessairement les plus démunis, mais tout simplement les classes moyennes et les classes inférieures
qui ont un peu plus de difficulté à se payer un loyer convenable à l'intérieur des centres urbains. Donc, je pense que c'est un enjeu que tout le monde est conscient, puis qu'on va essayer de s'actualiser toujours en une espèce de processus d'amélioration continue pour s'assurer de toujours être pertinent dans nos interventions, puis d'être le plus efficace possible pour protéger le parc locatif et les locataires. Merci, M. Manceau. Puis effectivement, c'est une question qui est peut-être mieux dirigée aux gros changements réglementaires. Je me suis lancé dans une réponse sans considérer la pertinence pour cette relativement petite modification que nous analysons ce soir. Alors, c'est sûr que vous êtes toujours la bienvenue à contacter les membres du conseil, soit directement one-on-one, comme on dit, soit collectivement en conseil et de nous interpeller. Je sais que nous avons eu des échanges par le passé. J'imagine que les autres seront ouverts à en discuter également. Mais pour ce soir, nous nous concentrons essentiellement sur la modification qui a été présentée. Alors, pour tout ce qui est application plus globale, je vous invite à prendre contact avec nous ou avec le bureau de la mairesse là-dessus. Merci beaucoup de vos réponses. Merci à vous. Merci pour la question. C'est toujours plus agréable d'avoir du monde ici avec nous. Alors, merci d'avoir assisté. Alors, cela étant dit, nous allons procéder maintenant à la lecture des questions et commentaires écrits du public envoyés à la direction jusqu'à aujourd'hui, qui seront lus par Mme Faraldo-Boulet. Donc, c'est ça. Nous avons reçu 4 interventions. La première, c'était le dépôt d'un mémoire là, de l'œil. Donc, ça a été pris en compte là, par le groupe de l'urbanisme. On va pas le lire en entier ce soir, mais ça a été transmis et bien reçu. Donc, ensuite, on a une intervention de Mme Gabrielle Murray-Côté. Je suggère que le règlement reste étendu aux duplex et triplex afin d'améliorer l'accès au logement de grande taille pour les familles locataires. Ceci baisserait aussi le nombre d'évictions dans notre quartier. Ne favorisez pas les familles propriétaires au-dessus de tous les autres groupes. Donc, premier commentaire. Ensuite, Mme Lisa Novak. Le Centre communautaire Mountain Sites appuie le mémoire de l'œil de Côte-des-Neiges sur la consultation publique du 10 au 24 février sur le projet de règlement présenté ce soir. Et finalement, Aurélien Mélinté, encore une consultation pour la forme pour couvrir le fait que l'administration de la Ville fait toujours les jeux des propriétaires et traite les locataires comme du bétail. Donc, ça fait le tour de toutes les interventions. Je ne sais pas si Mathieu, tu avais quelque chose à ajouter pour les commentaires. Là. Non, je crois que ça tournait pas mal autour de ce que l'œil nous avait envoyé. Donc, les réponses demeurent les mêmes. Parfait. Merci à vous deux. Et ceci met fin à notre assemblée de consultation publique. Alors, merci à tout le monde qui ont pris le temps d'envoyer des questions et commentaires, surtout à Camille de l'œil de Côte-des-Neiges, d'avoir assisté en personne, pas en personne, mais vous comprenez. Alors, merci finalement aux employés de l'arrondissement pour la présentation et le travail sur ce dossier. Et sur ce, tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Merci, bonne soirée. Merci.